Et si tu pouvais protéger les animaux sauvages en rachetant des terres? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on est avec Madeleine Rubin de l'Aspas. Salut Madeleine. Salut Pierre. On va parler de réensauvager la France, de comment est-ce qu'on peut protéger les animaux sauvages en rachetant des terres, et de votre campagne avec On est prêt, dont je fais partie, pour justement racheter des terres, et comment est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent participer. Ça te va? C'est parfait. Ok. Alors je te présente en 10 secondes. Quand tu étais petite, tu voulais être veto pour soigner les animaux. Finalement, tu soignes quand même les animaux, mais d'une autre manière, en protégeant leur habitat. C'est ça. À 25 ans, tu es devenue directrice de l'ASPAS, donc l'association, alors que je ne me trompe pas, pour la protection des animaux sauvages. Tout à fait. C'est ça, ok. Donc vous faites beaucoup de choses, on va un peu en parler, mais votre activité phare aujourd'hui, c'est effectivement de racheter des terres pour protéger les animaux sauvages et la biodiversité. Avant d'expliquer pourquoi est-ce que c'est vital aujourd'hui, ce que vous faites, et pourquoi c'est très intelligent à l'heure de la 6e extinction de masse des espèces, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de votre dernier achat de 500 hectares dans le Vercors? Donc du tout début où vous êtes tombé sur cette annonce un peu par hasard jusqu'à la fin avec 20 000 donataires qui vous ont aidé à acheter c'est ça. Et effectivement, là, le dernier gros projet qui s'appelle Vercors Vie Sauvage, c'est un projet donc d'acquisition de 500 hectares de terrain. Et en fait, c'est parti d'un petit déclic tout simple, c'est qu'on a déjà créé d'autres espaces, et puis on avait des donateurs qui nous disaient, le jour où vous avez un plus gros projet, nous on est prêt à vous suivre, et on est prêt à vous aider vraiment, parce que les acquisitions qu'on avait faites jusqu'à présent, c'était 60 hectares, 100 hectares, c'était des petites zones. Dans l'Hérault, Voilà, on en a dans la Drôme, dans les Côtes d'Armor, dans l'Hérault. Et puis, donc là, nos donateurs nous disaient, trouvez un gros projet, on vous suit. Et donc, on est parti à la recherche de gros projets et on est tombé par hasard sur une annonce dans le Figaro Magazine. Voilà, c'est pas du tout nos lectures, mais en fait, il se trouve que c'était dans une salle d'attente. Ouais. Et là, il y avait ce terrain où on voit 500 hectares, 2 350 000 euros. Et là, on se fait passer l'annonce. C'est une de nos administratrices qui nous fait passer l'annonce et qui dit « voilà, on a notre projet fou. On a beaucoup, beaucoup rigolé, mais on est allé le visiter et on a eu le coup de cœur. » Oui, ce que vous disiez, c'est trop cher pour nous, quoi. Ah oui, parce que les 2,3 millions, on les avait pas. C'était à l'époque 3 fois le budget de fonctionnement de l'association. Donc en fait, on était un peu des foufous. On s'était dit, on regardait l'annonce, mais c'était beau, c'était dans le Vercors, c'est à 45 minutes du siège de l'association. Et on s'est dit, on va visiter, ça coûte rien. Et en fait, on n'a plus voulu quitter les lieux. Et donc, après, il y a toute une histoire. Et c'est celle-là que tu veux que je raconte? Oui, avec plaisir, ouais. Eh bien, on a lancé une cagnotte. D'abord, on a communiqué auprès de nos membres, qui sont nos fidèles donateurs, nos adhérents. Parce qu'il faut savoir que l'association, donc ASPAS, fonctionne sans subvention publique. Oui, vous êtes indépendant. On est totalement indépendant, financièrement et politiquement. Et du coup, l'argent pour acheter ces biens, c'est des privés, c'est des particuliers qui nous donnent cet argent. C'est toi. Et voilà, c'est vous, merci. Et donc, on a d'abord sollicité les membres de notre association, et puis après, on a élargi, et là, en fait, il y a eu un engouement médiatique, et de toute ma carrière d'ASPAS, donc ça va faire 17 ans que je suis directrice de l'asso, j'ai jamais fait autant de médias, radio, télé, tout ça, que pendant 1 an et demi, le temps qu'il a fallu pour réunir l'argent nécessaire pour cette acquisition. En plus, je crois qu'il y a eu énormément de rebondissements, parce que comme ça a duré un peu, il y a des donateurs qui sont malheureusement retirés, enfin des gros donateurs. Puis du coup, après, vous avez fait appel à des influenceurs, et notamment à Hugo Clément, qui a ramené énormément de monde sur la campagne. Et puis le propriétaire a accepté de rallonger un peu le délai pour que vous achetiez, parce qu'il croyait vraiment au projet que vous aviez. Enfin, j'ai l'impression que c'était vraiment une course contre la montre avec des montagnes russes, quoi. C'est un projet où on y a mis tout notre cœur, toute notre énergie. En fait, on a failli baisser les bras plusieurs fois. Parce que c'était compliqué réunir cette somme avec ces aléas effectivement de donateurs qui se retirent, parce que on a passé l'année fiscale et pour eux c'était intéressant de donner aussi pour des questions fiscales. Et on a failli baisser les bras, et quand on s'est rendu compte et qu'on a pris la mesure de l'engouement, de la confiance et de l'espoir que ça avait fait naître auprès du grand public, auprès de la société, on s'est dit en fait on n'a plus le droit de décevoir ces gens, on n'a plus le droit de
de s'arrêter en cours de route, il va falloir aller jusqu'au bout. Et on y est allé. Et c'est là que Hugo Clément, en fait, 3 semaines avant la fin du délai qu'on avait pour réunir les fonds, un jour, je l'ai au téléphone et il me dit « Mais combien il te manque ?» Et il nous manquait encore 150 000 euros. Mais nous, on n'en pouvait plus parce que ça faisait déjà plus d'un an quand on réunissait les fonds. Et il a dit « Écoute, t'inquiète pas, je t'envoie une personne. On a fait des images. 3 jours après, il y a une petite vidéo qui était montée. Il a lancé ça sur les réseaux et en 30 heures, il a réuni les 150 000 euros qui nous manquaient. » Génial. Ouais. C'était incroyable. Alors, pour expliquer rapidement pourquoi est-ce que vous rachetez des terres, effectivement, la première cause de déclin de la biodiversité, c'est effectivement la destruction des habitats des animaux sauvages, notamment. Il faut savoir que, moi je l'ai appris avec vous en préparant l'interview, que en France, même en période enfin c'est plutôt logique, mais de 6e extinction de masse des espèces, il n'y a que 1%, tu me dis si je dis pas de bêtises, mais des zones du territoire qui sont des zones protégées. Et en fait, contre 10% je crois en Italie. Oui. Mais même dans ces zones protégées, en fait, la protection de la diversité, elle est assez, elle n'est pas ultra exigeante. Alors, on peut couper du bois, on peut couper des arbres centenaires, des fois. Oui, c'est quand on exclut ces zones-là, en fait, que finalement, en France, on n'arrive plus qu'à 1% du territoire en espace protégé. En fait, en France, il y a des parcs, il y a des réserves, il y a beaucoup d'aires protégées sous tutelle ou sous gouvernance de l'État. Ouais. Et nous, en fait, on partait de ce constat un peu simple que, par exemple, même quand on se promène dans une réserve naturelle, on peut croiser des chasseurs. Alors, on n'a pas le droit de ramasser des fleurs, souvent, dans ces espaces. Ouais. Les chiens ne sont pas souvent admis, mais il y a de la chasse, il y a du pâturage, il y a de la coupe de bois. Et nous, on s'est dit, mais c'est étonnant que des espaces protégés, en fait, aient un niveau de protection qui ne soit pas plus fort, plus ambitieux. Et après, ça peut se comprendre pour garder un lien avec tous les acteurs du territoire. Mais nous, on s'est dit, on va créer un autre type de réserve qu'on appelle les réserves de vie sauvage, pour lesquelles on a déposé une charte, un label. Et ce niveau-là de protection qu'on s'impose nous-mêmes sur ces territoires, c'est pas de chasse, pas de coupe de bois, pas de pêche, pas d'engins motorisés. Et on va également interdire par précaution la cueillette, parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de ticket d'entrée, on ne sait pas si c'est une personne, 10, 100, 3000, 10 000 qui vont venir tous les jours. Et du coup, par précaution, on interdit certaines pratiques, mais ce n'est pas des interdictions de principe. Puis tout le concept, c'est de laisser justement la nature s'auto-gérer. Est-ce que vous parlez beaucoup de libre évolution? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, la libre évolution, c'est avoir confiance dans la dynamique des vivants. J'explique. Ça veut dire qu'on prend conscience que la nature n'a pas besoin d'être gérée, d'être maîtrisée, guidée par l'homme. La nature est née avant nous, c'est même elle qui nous a créés en tant qu'espèce. Donc elle n'est pas déficiente, il faut juste lui laisser la place et le temps pour qu'elle puisse s'exprimer librement. Et donc, c'est ce principe qu'on appelle la libre évolution. On va laisser évoluer librement, sans contrainte et sans obstacle humain. Moi, j'adore votre projet parce que justement, ça chamboule notre imaginaire très industriel, malheureusement. Effectivement, on a l'impression qu'il faut que l'humain exploite absolument toute la surface de la Terre. Alors que justement, non, là, ça nous rappelle à quel point ce qui devrait être la base et qui le sera sûrement bientôt quand on sera rattrapé par la réalité du changement climatique et autres, quoi. Mais que, en fait, on n'est pas les maîtres du monde, on est des colocs, on a plein de colocs sur cette planète, et que du coup ça paraît logique que, alors on n'a pas tous les mêmes besoins, mais que chacun ait des espaces soit à soi, soit partagés, mais qu'on a un autre rapport au territoire, et pas juste, 99% pour les humains et le reste... Pour le reste, quoi. C'est ça, c'est un peu d'humilité, d'essayer de se dire et de comprendre qu'il faut laisser des espaces où la nature peut se ressourcer et se réexprimer librement, parce que ces zones-là vont permettre de rayonner partout ailleurs. Et dans le même temps, il est aussi essentiel d'avoir des zones qui sont protégées, mais protégées d'autres manières. Je vais prendre l'exemple d'un agriculteur qui est dans la Drôme, qui a une ferme qui s'appelle la ferme du Grand Laval. Lui, il exploite, mais il fait de l'agriculture biologique, de la biodynamie, et en même temps, il va créer des zones d'hospitalité dans sa ferme pour la vie sauvage. Et lui, même s'il y a de l'exploitation, c'est une exploitation douce, soutenable et respectueuse des milieux, et qui vont en plus apporter un certain niveau de protection de biodiversité, parce qu'on va trouver des espèces sur sa ferme qui n'existeront jamais dans des zones en libre évolution. En fait, il faudrait arriver à créer des maillages de pratiques douces et respectueuses versus l'agriculture intensive, l'utilisation de pesticides. Mais les réserves de vie sauvage, ça pourrait être les zones de foyer de ressources premières
entourés de ces zones respectueuses. Il y a le pendant au niveau de la foresterie, le réseau alternatif forestier. Ils font de la foresterie douce avec des forest schools, avec des prélèvements vraiment très légers d'arbres. Et ça aussi, ce sont des exploitations et des méthodes soutenables et dont on a besoin pour s'habiller, se nourrir, se chauffer. Oui. Donc si j'entends bien, selon le cas, c'est pas juste arrêter d'avoir un impact négatif sur la biodiversité, c'est aussi qu'est-ce que nous, est-ce qu'on peut apporter à l'écosystème en tant qu'espèce parmi les autres, quoi. Et ne pas opposer la nature d'un côté, l'homme de l'autre, la protection, la destruction. Voilà, en fait, on fait tous partie d'un maillage du vivant, on est le vivant et voilà, c'est arrivé à cohabiter tous ensemble. Rapidement, est-ce que pour ceux qui ont du mal pour l'instant à imaginer ce que c'est une réserve de vie sauvage, nous dire, je sais pas, avec tes 5 sens, à quoi ça ressemble, par exemple celle dans le Vercors ? Alors la réserve du Vercors, par exemple, en utilisant les 5 sens, déjà on va avoir la chance de l'observation, ce qui n'arrive quasiment plus dans les autres zones non protégées ou peu protégées. On va voir des animaux sauvages. Là, donc, il y a l'émerveillement et il y a cette qualité de l'observation à des distances un petit peu plus faibles. On appelle la distance de fuite. Les animaux, quand ils ont peur et qu'il y a beaucoup d'activité humaine et de l'impact, en général, les animaux, ils nous entendent arriver de loin et ils partent avant même qu'on puisse les voir. Et dans des réserves, la distance de fuite diminue et on peut espérer avoir l'observation. Il y avait une vidéo avec des cerfs où, effectivement, tu voyais des cerfs bramer à quelques mètres de toi, alors que normalement, ils n'auraient jamais eu cette relation de confiance avec l'humain. Oui, c'est ça. Alors, dans cette partie-là où tu vois les cerfs, c'est quand même... il y a un ancien enclos de chasse, donc il y a des grillages, donc c'est aussi pour ça qu'on peut voir ces animaux-là. Okay. Mais au-delà de cette partie qui était l'enclos de chasse, parce qu'on a sauvé ces animaux qui étaient destinés à la chasse, dans les autres réserves, on a quand même de l'observation sans qu'il y ait de la clôture. Ouais. On peut sentir, on peut voir de belles fleurs et beaucoup de pollinisateurs. Dans les réserves, il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques. Donc, il y a une qualité de l'air plus pure. Et là, c'est magnifique parce que l'été, au printemps, l'été, il y a des papillons de partout. Et ça, en fait, on se dit, ah, mais c'est vrai que j'en vois plus en plaine d'habitude, j'en vois plus au bord des routes. Donc, il y a une diversité et la présence d'animaux qui ont besoin d'espaces un peu plus purs et préservés. On entend les oiseaux, beaucoup aussi. Si on peut parler d'essence, sur la réserve du Vercors, il y a une chouette hulotte. On l'entend systématiquement quand on y est. Et ça, c'est juste fantastique. Parce qu'il n'y a aussi pas cette nuisance sonore. Ouais. Donc, il y a vraiment ce côté de... réapprendre à s'émerveiller du vivant, qu'en fait, c'est une immersion. On ne voit plus, quoi. Je dirais c'est une immersion, oui. Dans le vivant, parmi le vivant, en fait, on redevient mammifère parmi les autres. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment fantastique. Ça se voit avec les étoiles que tu as dans les yeux. Justement, du coup, vous avez lancé une grande campagne avec On est prêt, dont je fais partie et que je vous invite carrément à soutenir. Ou par exemple, vous pouvez donner 100 € pour que l'ASPAS puisse réensauvager 100 mètres carrés pour protéger les espèces sauvages. Moi, j'ai déjà donné. Je pense que je vais redonner après cette interview, tellement je suis fan. Donc, je vous invite carrément à le faire. Je vous mets le lien en description. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette campagne et de à quoi l'argent des gens va servir ? Ok, donc tout ton public connaît On est prêt ? Le mouvement citoyen qui a fait l'affaire du siècle. On vient de faire une vidéo il n'y a pas longtemps, puis moi, ça fait un bout de temps que je suis dedans. En fait, elle a plusieurs vocations, cette campagne. C'est aussi lutter contre... Après le climat, On est prêt, c'est dit, il faut qu'on bouge pour la biodiversité parce que c'est peu connu et puis il y a urgence. Et l'idée, c'est de sensibiliser le grand public, toucher justement les gens de leur réseau qui sont pas forcément des naturalistes ou des protecteurs de la nature à la base, et puis les inviter à l'émerveillement, à connaître les animaux. Donc ils ont fait le focus sur 12 espèces qui sont en voie d'extinction ou en très mauvais état de conservation. Et l'idée, c'était chaque jour, et ça va être chaque jour, de mettre en avant une espèce, de la faire connaître, que le grand public devienne et de l'affection, s'y attache. Et donc, il y a un petit test à faire sur ces espèces. Je ne sais pas si tu comptes en parler. L'espèce de chauve-souris. Là. C'est ça, il y a le petit test de qui est ton animal totem. Donc, il faut aller sur le site de onestprêt.com et faire le test. Ça dure 2 minutes. On fait le test et ça nous dit quelle espèce on est. Et c'est assez rigolo, il faut le faire. Et voilà, donc le focus sur ces espèces et après, inviter à des pratiques qui vont aider ces espèces. Ouais. Par exemple, moi, je suis la loutre.
dans les totems. Et ben, une des causes de mortalité de la loutre, c'est aussi le passage routier, les collisions avec les véhicules, entre autres. Hein. Et ben, un des gestes à faire, c'est de se dire, dans les zones, quand on a la voiture et qu'on traverse près de zones humides, de lever le pied. Parce que les loutres se font écraser quand elles veulent passer d'un côté à l'autre du cours d'eau. Ça sortait de l'eau, ouais. Ben, elle sort de l'eau parce qu'elle n'aime pas traverser dans les endroits ombragés. Elle a besoin de quelque chose un peu surélevé. Elle a un petit peu tatillonne la loutre pour traverser. Et donc, elle se fait beaucoup écraser. Okay. Mais il y a aussi la qualité des cours d'eau qui est importante pour elle. Voilà. Donc, la campagne On est prêt, c'est de faire le focus sur des espèces, d'expliquer leur vie, leur biologie et ce qu'on peut faire pour elles. Ok. Et pour la partie de l'ASPAS spécifiquement ? Et pour la partie de l'ASPAS, en fait, nous, on est une association partenaire. On est l'association, on va dire, principale partenaire. Ouais. L'idée, c'est qu'on est prêt, nous accompagne à travers la cagnotte de financement participatif KissKissBankBank de rassembler de l'argent pour nous aider à acheter d'autres territoires et créer d'autres réserves de vie sauvage. Parce que là, vous avez un projet en tête en particulier En fait, on a pas mal d'autres projets. Pour le moment... Maintenant, il faut des sous. Il faut des sous. Mais c'est... Là, il faut qu'on avance avec un petit peu de discrétion parce qu'il faut qu'on arrive à faire accepter aussi en local le projet pour qu'il soit bien accueilli, que ça se passe bien. D'accord. Parce qu'on a eu quelques déboires, on va dire, où c'était une expérience. Le projet du Vercors, on a avancé en toute discrétion. Et puis quand après, on a créé le projet, les habitants, localement, se sont dit « Mais pourquoi nous, on n'a pas été informés ? Et nous, on aurait bien voulu savoir. » Et donc, en fait, c'est pas qu'ils sont opposés, c'est qu'ils sont un peu surpris. Et maintenant, on se dit « On va accompagner les gens et on va faire arriver nos projets de manière un petit peu plus douce et organisée. » Et voilà, donc on a plusieurs zones ciblées. On n'a pas encore défini sur laquelle on allait partir, mais ça ne saurait tarder. Ok, super. Je mets le lien en description. Sur un plateau télé, tu m'as fait mourir de rire parce que y a un journaliste qui te demande mais du coup ça change quoi d'avoir ces aires de vie sauvage, et toi tu réponds au très premier degré, quand on coupe plus les arbres en fait ils poussent, quand on tue pas les animaux ils continuent à vivre, et donc ça évidemment c'est la base. Voilà. Mais toi c'est bien sûr ça va au-delà ce que vous faites. Quel impact, c'est quoi l'impact de ces zones de vie sauvage? Alors en termes écologiques, ce qu'on veut faire, c'est recréer des fonctionnalités. Okay. Donc, j'explique parce que c'est peut-être pas courant pour... C'est pas très sexy comme mot. Non, en fait, ce n'est pas la quantité et la diversité de biodiversité qui est importante, c'est de recréer des cycles. En fait, quand on parle des cycles, tu mets le prédateur, sa proie, tout le monde comprend cette histoire de qui mange qui et la chaîne alimentaire, en fait. Et pour des fonctionnalités, en fait, c'est quand on laisse se recréer ces chaînes, mais entre végétaux, entre animaux, entre vivants. Oui. Et c'est super important parce que c'est ça qui va permettre la continuité, la survie de la planète, ce sont les fonctionnalités. Et dans des espaces où il y a des contraintes, par exemple un barrage sur un cours d'eau, ça va empêcher certains cycles de se faire et il manquera des fonctionnalités. Alors, dans un premier temps, ça ne va pas manquer tout de suite parce qu'il y aura une richesse un peu différente en espèces présentes sur site, mais au bout du bout, en fait, les fonctionnalités vont s'arrêter et il y a des choses qui n'existeront plus, qui vont s'éteindre, qui ne vont plus fonctionner. Ouais. Donc c'est ça l'importance de créer des réserves de vie sauvage, des territoires préservés, pour laisser de la place pour se recréer tous les cycles possibles, qu'on appelle des fonctionnalités en écologie. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres formes d'impact ? Je ne sais pas, tout à l'heure, par exemple, on parlait de... ça modifie les rapports potentiellement humains, non humains, avec peut-être moins de peur ou plus de confiance. Déjà, accepter le retour du sauvage. Là, on va venir toucher les gens vraiment au plus profond d'eux-mêmes parce que même dans les histoires ou on a le loup, par exemple. Le loup, c'est un peu le sauvage, ça fait peur. Et il faut arriver à redonner confiance aux gens que la nature, c'est pas sale, c'est pas méchant, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de vivant dont on fait partie. Et ça aussi, c'est une première étape. C'est faire réaccepter cette notion de sauvage autour d'eux et en eux, chez les humains vivants. Qui est appuyé aussi par plein d'études scientifiques qui montrent que effectivement, le loup ou le renard sont élémentaires dans des cycles effectivement, dont tu parlais pour la biodiversité. Et justement qu'on a un peu oublié ce que dit la science et qui est rattrapé par effectivement nos croyances
populaires. Oui, les contes, les histoires. Le loup a été pas mal diabolisé aussi au Moyen-Âge. Et si on reprend l'exemple du loup, c'est le grand prédateur là qui permettrait de réguler le sanglier en France, les espèces de cervidés, donc tous les herbivores dont les forestiers disent ils s'attaquent à mes cultures. En fait, si on laissait la place des prédateurs naturels, il y a des équilibres qui se recréeraient tout seul et tout simplement, et ça fonctionnerait bien mieux que de devoir appeler les premiers écologistes de France à venir réguler nos espèces sur le territoire. Oui. Justement, il paraît que tu es devenue experte en changement de pneus, avec 6 fois en 2 ans où tu as changé des pneus, bizarrement avec des clous à chaque fois. Il y a une usine de clous à côté de chez toi ou... Non, au début je pensais que ça pouvait être lié à des travaux, mais en fait régulièrement, effectivement, 6 fois... En 2 ans, là, ça s'est un petit peu calmé. J'ai dû changer mes pneus. Il y avait des vis à l'intérieur. Et bon, la première fois, on s'est dit, oh, pas de chance. 2 fois, 3 fois. Voilà, au bout du 6e, je me suis dit, peut-être qu'on m'en voudrait un peu. Ça a mis du temps quand même. Oui, mais je suis patiente. Tu crois à l'humanité. Oui. J'ai tendance à être assez optimiste et à voir que les gens sont beaux et gentils. Mais... Après, je prends ça comme un frein et je prends pas ça comme une attaque personnelle, et à la fois, ça me motive en me disant, bon, ça veut dire que ce qu'on fait, ça dérange un petit peu, ça fait bouger, et voilà, et moi, ça me motive. En fait, alors du coup, moi, je pensais que ça me semblait évident que c'était les chasseurs, mais peut-être pas en fait. En tout cas, tu as des relations compliquées, notamment avec les chasseurs, depuis que vous avez lancé ce projet, notamment dans le Vercors, où je crois qu'il y avait 700 personnes qui étaient venues au siège de l'assaut. C'est ça. Avec des éleveurs, quelques élus, etc., pour dire qu'ils ne voulaient pas du projet, en gros. On a eu droit à une manifestation, effectivement, autorisée par le préfet, avec le cortège qui arrive jusqu'au portail de l'association. Donc, il faut savoir qu'ils ont fait plus de 4,5 km à pied pour arriver jusqu'à notre portail, parce qu'on n'est pas en centre-ville, enfin centre-bourg, parce que c'est une petite ville. Oui. Et en fait, c'était à l'initiative de chasseurs, éleveurs et agriculteurs. Les chasseurs, pour le coup, le projet du Vercors ne les démunit pas parce que c'était une chasse privée, donc c'était que des chasseurs qui payaient pour aller y passer du temps, les week-ends et semaines. Les éleveurs nous en veulent un petit peu plus parce qu'ils ont peur que dans nos réserves de vie sauvage, il y ait une pullulation de loups, ce qui n'est pas possible, ou de pouponnières à loups, et les loups iraient après manger les moutons de leur troupeau. D'accord. Donc tout ça, c'est faux, bien évidemment. Déjà parce que c'est pas forcément les loups qui s'attaquent aux troupeaux, mais tout simplement, dans les réserves qu'on fait, les territoires sont bien trop petits pour y installer une meute. Et de toute façon, on peut pas installer. Le loup, il est libre, il fait ce qu'il veut. Certes, il est de passage sur nos réserves, mais il n'est pas forcément installé sur nos réserves. Ok. Et voilà, donc on a eu une manifestation pour protester contre le réensauvagement, contre l'accaparement des territoires par une association dite anti-chasse. Voilà. Oui, mais du coup, c'est un rapport de force et aussi d'éducation. En l'occurrence, vous êtes anti-chasse, mais pas non plus... Enfin, vous êtes pour réguler la chasse. On nous a collé une étiquette d'anti-chasse, en fait, dès la création de l'association. Donc il y a 40 ans. En fait, il faut savoir que l'assaut est né effectivement en réaction à quelques abus de la chasse. Les fondateurs, qui étaient 2 fortes personnalités, lui pilote d'hélicoptère de l'armée et elle nageuse de natation haut niveau, tous les 2, ils achètent une maison dans la campagne et le premier week-end, un chasseur dans leur jardin, ils disent mais le fondateur il sort en disant mais qu'est-ce que vous faites chez moi, et le chasseur dit bah non mais ici c'est le territoire de la CCA, c'est peut-être chez vous propriété privée mais c'est une zone de chasse. Alors là, il reste un peu bête. Le week-end d'après, il y a une balle qui traverse la vitre du salon et là, il se dit non, mais en fait, c'est pas possible, on va pas se laisser malmener par les chasseurs. Voilà. Et donc, petit à petit, ils ont monté un groupe avec les voisins, les gens du village. Ils ont créé l'Union des victimes de la chasse et de leurs nuisances. Ils avaient appelé leur groupe comme ça. Et puis, 2 ans après, ils ont déposé les statuts d'une association qui s'est appelée pour la protection des animaux sauvages parce qu'il n'y a pas que les humains qui subissaient les abus de la chasse, il y avait aussi les animaux. D'ailleurs, en premier. La première campagne, c'était pour protéger le renard.
Et voilà, et donc dès le début, l'asso se dit ce pauvre renard, il est persécuté, malmené, on peut lui faire les pires misères. Donc nous, on va le choisir comme emblème. Donc c'est un renard, notre logo. Oui. Et l'idée, ça a été de partir à la reconquête de sa réhabilitation, on va dire affective et même au niveau statutaire. Et voilà, et donc l'asso se bat depuis 40 ans pour le renard. Et il y a une campagne avec Lush en ce moment. Voilà, où on essaie de mettre le focus aussi sur le renard. Et après, l'asso s'est battue en fait contre les abus et dérives de la chasse. Elle n'a pas demandé l'abolition de la chasse, mais se battre contre tous les abus et toutes les dérives de la chasse. C'est quand même importante. Oui, mais il y en a beaucoup d'abus et il y a beaucoup de dérives, donc on pourrait penser qu'on est vraiment, on va dire, anti-chasse entre guillemets, mais c'est pas la vocation et la fonction première. C'est vraiment lutter contre le nombre d'espèces qui sont chassables, les espèces en mauvais état de conservation, les périodes de chasse, les méthodes de chasse. Donc il y a de quoi faire quand même. Oui, je crois que la France c'est un des pays où il y a plus longue période de chasse, ou enfin ouais, en termes d'explosion de la biodiversité. Le plus grand nombre d'espèces chassables, les plus longues périodes, les pas de jours de non-chasse. Enfin, on a tous les pires abus en France. On est vraiment le dernier élève au niveau européen. Voilà. Et symboliquement, en plus, je trouve ça hyper intéressant parce qu'une partie de Vercors Vie Sauvage, c'était effectivement un ancien enclos privé de chasse, où voilà, en gros, les gens des quatre coins du monde pouvaient venir pour... alors, il y avait encore les tarifs quand vous êtes arrivé. Je crois que c'était 400 € pour la biche, je crois. Oui, il y avait des tarifs. En fait, c'était un système un peu de parc d'attractions. Ouais. Les chasseurs payaient un week-end. Donc, il y avait une auberge où ils venaient, ils dormaient, ils mangeaient et puis ils payaient leur partie de chasse. Et ils choisissaient avant même de venir le trophée avec lequel ils allaient repartir. Ouais. Et voilà, donc, ça c'est dans un mirador, t'attends et c'est ça. Il y a une mangeoire pas loin, comme ça c'est facile. Et voilà, et là ça aussi c'est un combat principal de l'ASPA, c'est de se battre contre ces parcs et enclos de chasse, que ce soit plus interdit en France parce que ça n'a aucune légitimité, on va dire, ni de régulation, ce qu'ils prétendent souvent ou quoi que ce soit. Et c'est juste cruel et en plus c'est risqué en termes sanitaires parce qu'ils achètent des animaux à l'étranger pour les remettre dans le parc pour pouvoir y tirer dessus. Oui. Ouais, je crois que tu disais, il y en a encore 1300 enclos privés comme ça en France. Donc c'est un vrai phénomène, quoi. C'est pas. Oui, c'est une pratique, mais qui est peu connue. Oui. Et voilà, on a fait une émission aussi avec Hugo Clément sur le front des chasses en enclos. Ouais. Oui, sans parler du plomb qui est utilisé dans les cartouches, qui effectivement peut, j'imagine, non seulement polluer le sol, mais aussi créer des maladies. Et qu'en face, surtout, je crois qu'il y a une majorité des Français qui est très clairement contre ce type de pratique, ou la chasse à courre, ou pas mal de... Alors, les sondages sont quand même assez éloquents. Hein. Les gens qui ne veulent plus de chasse, on est plutôt dans les entre 70 et 80% des gens qui ne veulent plus de chasse. Et là, c'est l'ouverture le 12 septembre. Okay. Et là, les effectifs, quand même, sont en diminution. Ok. Donc on peut espérer que les populations plutôt vieillissantes de chasseurs ne se renouvellent pas trop. Ouais, bon, ça, il y a des chances quand même. Ce que j'adore, t'en parler un peu, mais c'est justement que vous hackez un peu la notion de propriété privée qui est au cœur du capitalisme, où justement, là, c'est votre asso personne ne peut jouir du territoire ou des territoires que vous achetez. C'est quoi les règles sur place concrètement ? Comment ça se passe ? Alors, tu parles bien de cette propriété et c'est pour ça aussi que ça perturbe un petit peu un certain pan de la population parce qu'en fait, on détourne le droit de propriété. Ouais. On achète, l'association devient propriétaire privé, propriétaire terrienne, mais effectivement, comme c'est une association, aucun individu a une jouissance particulière privée des lieux et donc ça appartient à tout le monde, ça appartient aux vivants. Donc ça, c'est une façon de détourner le bien de propriété qui a fait se poser pas mal de questions chez les grands penseurs. Et en fait, c'est un peu comme si on transformait cette propriété en bien commun à travers la propriété privée. Et les règles sont relativement simples. Toutes nos réserves, donc les 5 qu'on a sur le territoire national, sont ouvertes au grand public, aux gens qui ont envie d'entrer en immersion avec la nature pour profiter de balades contemplatives, de reconnexion, d'observation, de vivre des moments privilégiés avec une nature belle et sauvage. Et donc les contraintes en fait de la charte, c'est pas de pêche,
Pas de chasse, pas de coupe de bois, pas d'engin motorisé. Voilà les interdits les activités qui auraient un impact nuisant sur les milieux. Et c'est aussi ouvert sur l'extérieur, non? Il n'y a pas de grillage? Voilà, il n'y a pas de grillage parce qu'on va revenir sur le terme de fonctionnalité pour que tout se recrée en matière de fonctionnalité et d'entrée-sortie. Il ne faut pas que ce soit grillagé. Donc aujourd'hui, toutes nos réserves sont ouvertes à l'exception de la petite partie qui est encore l'enclos de chasse parce qu'il y a des espèces exotiques à l'intérieur et donc on n'a pas le droit de les relâcher pour le moment dans le milieu naturel. Aujourd'hui, vous avez 14 000 adhérents. En fait, c'est gros l'espace. Moi, j'étais surpris de ne pas avoir connu plus tôt. Et je pense que c'est en partie dû au fait que, au départ, vous étiez plutôt connu pour vos activités en termes juridiques et de lobbying dans le droit. Où en 40 ans, je crois que vous avez lancé 3500 procédures devant les tribunaux pour environ 1400 victoires. Où vous attaquez des ministères ou des préfectures qui ont des pratiques ou qui font des décrets peu éthiques, enfin pas éthiques ou carrément illégaux. Oui. Est-ce que tu aurais un exemple de victoire à nous raconter? Là, je vais prendre un exemple qui n'est pas le plus démonstratif, mais récent, peut-être que ça parlera. Il y avait des renards à la Seine-Saint-Cloud. Dernièrement, je crois, dans un cimetière. Et il y avait 5 renards qui vivaient sur le site, qui étaient trop beaux. Il y avait plein de photographes qui étaient allés les prendre en photo. Il y a certains riverains qui étaient contents. Et puis d'un seul coup, il a été jugé, estimé qu'ils étaient là, que ça gênait, que c'était nuisant. Et donc, la solution de la préfecture, c'est d'autoriser l'abattage de ces renards. Et on s'est battu. Oui, parce que le renard, c'est un nuisible, enfin espèce susceptible d'occasionner des dégâts, donc on peut le détruire, parce qu'ils disent même plus tuer, ils disent détruire, comme on veut. Et donc là, on a saisi la justice et on a obtenu la victoire qu'il y avait des solutions alternatives avant d'autoriser l'abattage des animaux. Et donc on pouvait simplement déplacer les renards, ce qui a été fait du coup. Donc ça, c'est un petit exemple, mais les plus beaux exemples qu'on a, c'est... quand on fait déclasser par exemple des animaux de cette fameuse liste des nuisibles, où on va sauver sur des territoires entiers des renards, des pies, des fouines, des martres, parce qu'on arrive à les faire déclasser de l'arrêté en attaquant l'arrêté. Et là, c'est des milliers d'animaux. On s'est amusé à faire le décompte un jour de tous les animaux qu'on avait sauvés en cassant ces arrêtés nuisibles. Et c'était... plusieurs centaines de milliers d'animaux qu'on avait sauvés sur les dernières campagnes. Carrément le droit et ces espèces, au lieu d'être de toute façon, c'est des méchants. C'est ça. Alors, on n'arrive pas à changer le droit tout à fait, mais c'est ce qu'on essaie de faire quand même malgré tout. Mais là, on arrive à casser des arrêtés. Et donc, quand ils sont cassés, ça suspend et ça empêche de tuer ces animaux-là pendant le temps qui reste. On a réussi à sauver beaucoup de loups à une époque où les arrêtés préfectoraux, on arrivait vite à les casser rapidement. Donc, on a de très belles victoires, notamment aussi pour faire interdire le déterrage de blaireaux, la vénerie sous terre. Ah, c'est horrible ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais... Voilà, on se bat contre les périodes complémentaires et là, on en gagne pas mal. On est en train d'obtenir là, ces derniers mois de belles victoires, que ce soit pour le renard ou pour le blaireau. Et ce qui est important, c'est que ça va créer de la jurisprudence, donc des textes de loi dont les prochains juges pourront s'emparer et sans avoir à justifier plein d'explications. Donc ça, c'est super. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, ça te tient autant à cœur de protéger ces animaux? J'ai horreur de l'injustice. Et le vivant est beau. Moi, ça me nourrit. Depuis toute petite, j'ai toujours vécu à la campagne. Et donc, c'est ma proximité. C'est voir des animaux dans les champs. Là, c'est vraiment très, très personnel, hein, mais c'est le combat de l'espace globalement. C'est de se replacer à notre échelle d'humain où on n'est pas plus mieux, mais qu'on y ait plus de respect pour la vie sauvage. Et la vie sauvage, souvent, est malmenée au profit des intérêts humains, de l'activité des humains. Et voilà, c'est de dire de temps en temps, hop, on n'est pas tout seul. Là, cette planète, elle appartient à tout le monde. Il faut partager et il faut arrêter d'abuser comme ça. Et c'est vrai que là, l'injustice qui se passe dans des pratiques complètement dégueulasses du monde de la chasse, ça me révolte aussi. Parce que non seulement, effectivement, il y a des vraies questions éthiques sur les droits du vivant, que ce soit
des animaux ou des champignons ou des végétaux, ou peu importe, des forêts, des rivières, etc. Sans parler évidemment de, même si vous vous en fichez complètement, de tous les services que la nature nous rend et qui rendent cette planète vivable en fait, et que en fait, détruire la biodiversité, c'est nous autodétruire, et c'est ça, on se tire une belle balle dans le pied là. Ouais. Hein. Ouais. Est-ce que tu aurais des anecdotes d'histoires à nous raconter des répercussions qu'a pu avoir toi ton action individuelle ou celle de l'espace ou d'une zone de vie sauvage? Alors, il y a des impacts qui, pour le coup, sont très clairs et très simples. La création d'espaces de réserve de vie sauvage, au moins dans 2 sites, ont permis le retour spontané de certaines espèces. Okay. Par exemple, on a la réserve qui s'appelle la réserve des Deux Lacs, qui est dans le sud de la Drôme. Et comme son nom l'indique, c'est 2 lacs, c'est 2 zones humides. Donc cette réserve, elle fait 60 hectares. Il y a 40 hectares d'eau et autour, c'est ce qu'on appelle de la forêt alluviale ou de la ripisylve. C'est les végétaux qui vivent et qui poussent autour des cours d'eau, enfin des points d'eau. Et là, nous, on met des caméras pièges. Et on a vu le retour du castor, de la loutre et de la geonnette. La geonnette, c'est un petit mammifère qui n'est pas trop connu. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la taille d'un chat avec une longue queue. La queue est rayée et c'est plein de petites taches. On a l'impression, c'est super mignon. Et en fait, on a l'impression que c'est une espèce complètement exotique parce qu'on se dit mais c'est pas de chez nous là, les points comme ça, les rayures. Et si, c'est une espèce qui est assez discrète, qui est protégée, et elle a fait son retour sur la réserve des Deux Lacs. Et à notre grande chance, on l'a à la caméra piège. Et il y a la maman et il y a 4 bébés qui suivent derrière sur un tronc d'arbre. Voilà, donc ça, c'est les petites réjouissances. Dans la réserve du Trégor, là, c'est dans les Côtes d'Armor en Bretagne, on a le saumon atlantique qui revient et qui est tranquille. Donc ça, c'est preuve qu'il y a une belle qualité des cours d'eau. Pareil, la loutre. Et puis, par exemple, il y a un escargot protégé assez rare. C'est l'escargot de Quimper. C'est un escargot poilu. Et voilà. Donc, en fait, chaque jour, on apprend, on découvre des choses. Et moi, je passe mon temps à m'émerveiller de toutes ces découvertes et de me dire, je participe à tout ça. Oui, tu participes plus qu'un peu, oui. Oui, votre haut niveau de protection vous a permis d'être reconnu par Rewilding Europe, donc un réseau de réserves et d'oasis en Europe pour protéger notre biodiversité. Est-ce que tu sens qu'il y a un vrai mouvement de fond international pour redonner une vraie place à la vie sauvage et la protéger? Et alors carrément, ce mouvement, il existe depuis très longtemps. Partout ailleurs, à l'étranger. En fait, en France, on a juste mis super longtemps à... Ok, donc c'est nous qui sommes à la ramasse. Nous, on est à la ramasse, mais comme beaucoup de sujets, en fait, chez nous, en tout cas en matière d'écologie, de préservation des milieux, de la biodiversité et tout ça, on est encore une fois les mauvais élèves de toute l'Europe. Donc, il y a le réseau Rewilding Europe, mais là, qui fait des focus sur des zones qui ressembleraient à nos réserves de vie sauvage, des zones préservées qu'on va laisser un petit peu en rewilding, en réensauvagement. Mais même au niveau des politiques et des gouvernances à l'étranger, ils ont des programmes beaucoup plus ambitieux, ils ont des engagements beaucoup plus ambitieux. Emmanuel Macron est venu au congrès de l'UICN, là, début septembre. Il a fait quelques annonces, mais qu'il avait déjà faites il y a déjà 2 ans et qui sont loin des ambitions des autres pays européens. Donc, ça arrive chez nous. Le terme libre évolution et rewilding a pris de la place parce qu'on a réussi à créer des projets concrets. Je ne veux pas dire que c'est par rapport à l'espace et c'est grâce à l'espace, mais ça existait dans les textes, ça existait dans les discussions. Et nous, on l'a fait. On a acheté ce terrain, ça a fait du bruit, ça a fait beaucoup de bruit. Il y a eu des politiques qui ont fait des questions écrites au gouvernement contre nous. On a eu beaucoup d'opposition. Mais au moins, le sujet du réensauvagement et de la libre évolution est entré dans la place politique et médiatique. Et là, on a en partie gagné le combat, quoi. Oui. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie et comment ? Je pense que chaque jour, je me réaffirme un petit peu des combats, des challenges en me disant on a réussi là, cette réserve de 105 hectares. Il faut réussir à un peu plus, à un peu mieux. Et à chaque fois, je décale un petit peu mon curseur personnel sur mes exigences à moi, jusqu'où j'ai envie d'aller pour me battre. Et d'arriver surtout à embarquer un maximum de gens avec moi.
parce que j'ai beaucoup d'énergie et, Oui. et voilà, et j'ai envie de partager ça et d'amener les gens à de l'implication. Là, même au niveau de l'équipe salariée de l'ASPAS, elle est en train de grossir aussi. Okay. Le nombre de nos adhérents sont en train d'augmenter aussi. Et j'ai envie des gens. On recrute des gens en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à candidater. Sur notre site et à la page offre d'emploi, il y a pas mal d'offres en ce moment. Parce que maintenant, il faut pouvoir répondre présent maintenant qu'on a été rendu un peu plus visible sur la scène médiatique. On a gagné en notoriété et maintenant, on croule sous les sollicitations, les propositions et en fait, on sent que l'ASPAS a un gros potentiel encore d'action et il faut venir nous aider et renforcer nos rangs, quoi. Trop bien. Comment est-ce que ton rapport au sens, il a évolué avec le temps ? Je pense que tant qu'on n'est pas informé, qu'on n'a pas pris conscience des choses et de la gravité de la situation et de ce qu'on peut faire aussi, nous, à notre échelle. Moi, j'ai eu quelques petits déclics ces dernières années. Alors, il y a des vidéos. Il y a aussi le fait de constater que je vois moins d'animaux, que là, les études scientifiques, là, tous les derniers rapports, c'est quand même assez triste et plombant. Mais je me dis, non, allez, faut pas baisser les bras. Donc, on part de ces constats et maintenant, on réagit par rapport à ça. Et j'ai un peu un tempérament optimiste et combatif. Et je me dis, je veux participer à cette guerre-là du retour du sauvage et de la préservation de la vie, dont la nôtre, quoi. Merci beaucoup, Madeleine, pour ce moment. Merci à toi, Pierre. Si vous voulez soutenir l'ASPAS, vous pouvez aller leur donner un don, notamment via la campagne On est prêt sur KissKissBankBank. Je vous mets le lien en description. Et si cet épisode t'a plu, en tout cas, moi, il m'a trop plu, donc il t'a sûrement plu si t'es encore là. N'hésite pas à t'abonner, évidemment, et à partager ce podcast à un ami autour de toi qui adore les animaux. Ciao tout le monde. Merci.